Bonjour Sylvain. Hello, C'est- merci de m'accorder un peu de temps. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir et de pouvoir discuter un petit peu de toi et puis de Perfect Corp parce que je m'en souviens, la première discussion qu'on a eue avec Perfect Corp date de 2016 pour Era Pro, un an après le lancement de l'entreprise et je vais être franc avec toi, je suis extrêmement impressionné. On en a parlé du développement de l'entreprise et surtout de la cohérence de la vision dans l'utilisation des outils, de la réalité augmentée, et cetera. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir faire un petit point d'étape, on va dire, en 2024. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter et puis nous présenter globalement Perfect Corp. Grégory, c'est un vrai plaisir aussi pour moi parce que c'est assez rare d'avoir des journalistes qui ont un peu l'historique en tête. Donc, vraiment ravi de faire ce point et d'échanger avec toi. Donc, Perfect, effectivement, société assez récente puisqu'on s'est connus très tôt au moment de la création de la société. Fondée en 2015. Alors c'est quoi 2015? C'est le moment où l'iPhone 5 sort, c'est le moment où les technologies commencent à devenir assez matures pour pouvoir faire des choses assez ambitieuses sur téléphone. Et donc la fondatrice de la société, Alice Cheng, qui est une fan de beauty et de fashion, a décidé d'essayer de faire par elle-même et en utilisant ses équipes techniques le maquillage virtuel. Et donc, ça a été le lancement du YouCam Makeup et pour nous, une grande surprise, le boom du nombre de téléchargements de cette app qui consiste à faire de l'essayage virtuel de maquillage. Donc, ça a été tellement spécial pour nous qui venions du monde du logiciel que nous, on a été obligés de créer une société qui s'appelle Perfect Corp pour pouvoir gérer cette nouvelle demande, cette nouvelle appétence des gens d'essayer des choses virtuellement et finalement de rentrer dans l'hyper-personnalisation. Donc voilà, on a créé cette société à l'époque. Quelques dates clés, très vite, les marques, notamment européennes, des marques comme L'Oréal, en Asie, Shiseido, sont venus nous voir et nous ont dit: «Est-ce qu'on peut travailler ensemble et soit sur votre app pour pouvoir faire tester nos maquillages sur votre app, soit sur des services dont on aurait besoin de développer ensemble». Et donc on s'est construit sur ce double axe. Un, la qualité qui a fait que ces maisons sont venues nous voir pour faire du maquillage virtuel et deux, le fait de pouvoir adapter nos technos à leurs demandes spécifiques. Et donc on est devenu une société non plus uniquement de B2C, mais de B2C et B2B, en travaillant avec les entreprises pour développer des services de maquillage. Et puis petit à petit, ils nous ont dit, on fait du maquillage, mais on fait aussi de la cosmétique, du soin. Est-ce que vous pourriez pas nous accompagner dans ce domaine? On a essayé avec succès. Et puis ils nous ont dit, oui, mais on fait aussi des bijoux après tout. Est-ce qu'on pourrait rajouter des boucles d'oreilles à mon maquillage, des lunettes? Et donc on a développé tout ça. Aujourd'hui, on s'étend à la main avec des bagues et des montres. Et puis on va continuer sur la fashion avec des vêtements. Donc voilà, on suit un peu la demande du marché. Pour être très honnête, on se base quand même sur une équipe tech super fort. On est 320 personnes, 160 développeurs. Donc ça, c'est quand même un des secrets de la réussite, c'est que derrière, il y a quand même un paquet d'ingénieurs et de gens qui bossent techniquement. Est-ce que tu peux me parler du profil de tes utilisateurs et de tes utilisatrices? Quel type de personne? Quel est l'âge moyen? Qu'est-ce qu'ils ou elles recherchent dans l'application en particulier? Oui, alors je me suis fait aider, j'ai été chercher des chiffres que je vais te partager. Je vais remettre mes lunettes pour y arriver. Donc, on va parler de l'application B2C, hein, donc l'application qui est utilisée Oui. par les clientes. On a des surprises d'abord. Spontanément, avant que je demande à mes collègues, je t'aurais dit que c'était 90% de femmes. En fait, c'est vrai, aux États-Unis, l'application est utilisée massivement par des femmes. On a une petite distinction en France où c'est deux tiers, un tiers. Alors, je mets un petit bémol, hein, c'est peut-être un tiers de personnes qui utilisent un iPad qui n'est pas forcément ou qui a un iPad partagé. Voilà, donc on a une petite peut-être divergence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on était parti sur des cibles assez jeunes à l'époque, si tu te souviens. Aujourd'hui, l'utilisation est plus mature. On a pratiquement 60% entre 25 et 44 ans. Donc, en fait, les utilisatrices grandissent avec notre app. Elles ont Oui. peut-être 10 ans de plus aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, l'utilisation est, voilà, il y a encore
39% entre 16 et 24, donc toujours aussi de nouveaux entrants pour les marques utilisent évidemment ces apps. Je pense que ça ne va pas baisser dans la durée, hein. Les nouvelles générations sont très fans. Mais ce qui est satisfaisant, c'est que voilà, on continue à avoir un usage dans les tranches, alors pas senior, mais plus mûr. Alors, tu as parlé, quand tu détaillais un peu l'histoire de l'entreprise, de la fonctionnalité sur la santé de la peau, parce que vous y êtes allé relativement rapidement, hein, depuis, UK Makeup. J'ai une question un peu bête, mais aujourd'hui, est-ce que quand tu veux faire une application de maquillage, cette notion de santé de la peau est une obligation? Il faut absolument la proposer pour avoir une offre complète? Alors si je dois répondre simplement non, ça n'est pas une obligation. Par contre, oui, toutes les marques avec lesquelles nous parlons voient bien venir cette vague où le maquillage devrait avoir des vertus cosmétiques. Alors c'est déjà le cas pour partie évidemment, mais c'est pas complètement ancré dans les esprits au moment de l'achat. Je pense que les marques sont très conscientes que dans les années qui viennent, on n'appliquera plus un rouge à lèvres sans savoir quelles sont ses vertus cosmétiques. De même, aujourd'hui, on n'utilise plus de testeurs de maquillage dans les points de vente, alors que la génération précédente n'avait pas de problématique à utiliser un testeur en libre service. Voilà. Donc les mœurs se changent, les marques se préparent. Euh, on voit des pays très en avance, hein, comme le Japon, où effectivement le soin est complètement lié au maquillage, ou plutôt le maquillage est lié aux soins. Voilà, cette vague arrive et voilà, les marques s'y préparent. Alors, c'est intéressant, hein, parce que vous avez travaillé sur ce point depuis, quasiment l'origine, et vous avez présenté au dernier Vivatech un outil qui va être destiné à des professionnels. C'est Skincare Pro, si je me souviens bien. Tu peux nous en dire un peu plus de cet outil? Absolument. Donc là, on est encore dans le B2B, donc on s'adresse à des marques ou à des magasins ou à des dermatologues. Euh, L'idée, c'est d'élargir la possibilité d'usage de cette technologie. Quand on travaille avec une marque ou un groupe comme Pierre Fabre, comme Neutrogena par exemple, ils sont équipés, staffés pour faire du développement à façon, prendre le temps de réfléchir, etc. Donc en fait, on livre des briques de service, donc juste la possibilité pour eux d'intégrer le module de soins dans leur expérience client, dans leur site web. Mais un dermatologue, il n'est pas du tout informaticien, il n'a pas de temps et il n'a pas de personnel pour faire ça, une pharmacie non plus, un spa non plus. Donc en fait, on a prévu une solution qui va être un tout en un, en fait, où l'expérience est livrée en marque blanche finalement. Donc l'utilisateur qui serait par exemple un dermatologue ou un esthéticien pourrait proposer à une cliente de faire un test d'évaluation de ses spécificités de cutanées et faire les conclusions, tirer les conclusions qui correspondent lui à son approche et aux produits qu'il pourrait avoir à recommander. Donc voilà, Skincare Pro, c'est une utilisation tout en un qui est censée être plus facile, plus accessible et plus rapide à mettre en place. Alors, c'est destiné à des professionnels, hein, tu l'as dit, et justement, tu as bien précisé, chez un dermatologue. Et ça m'amène à une question, on va revenir un petit peu sur le domaine du maquillage virtuel. On a souvent tendance à penser que toutes les applications d'essayage virtuel, donc on va passer avec un smartphone, hein, c'est une fonction en opposition à tout ce qui se passe dans le magasin, tout ce qui se passe sur le côté retail. Est-ce que toi, tu vois les 2 choses comme opposées, ou est-ce qu'au contraire, il y a une vraie complémentarité, de ces 2 positions, à la maison et en magasin, quitte à ce que les fonctionnalités et les outils soient utilisés indifféremment, d'une façon ou d'une autre? Alors nous, ce qu'on constate, c'est une utilisation parallèle et différente. C'est un peu ce qu'on appelle l'omnicanalité. Les maisons qui vendent en ligne peuvent avoir intérêt, d'ailleurs même si elles ne vendent pas en ligne, ont intérêt à fournir un service d'information qui va aider les personnes à s'orienter vers un produit cosmétique qui est personnalisé, qui correspond
à la problématique à traiter ou à la demande de la cliente. Et tout ça, ça peut se faire en ligne et l'expérience peut être totalement différente et complémentaire sur un point de vente. Aujourd'hui, on a des milliers d'iPad dans le monde sur des points de vente qui permettent de faire une analyse de peau. Un des gros faiseurs dans le domaine, c'est la société Estée Lauder, qui utilise beaucoup d'iPad pour faire des préconisations, de recommandations de soins sur des points de vente. Les questions qui se posent, c'est est-ce que ça remplace une conseillère? Est-ce que ça la complète? Ça, c'est vraiment les maisons qui décident de leur approche. Est-ce que c'est un outil que je laisse en libre service? À ce moment-là, il faut que je le design, que je fasse une interface vraiment très simple, très compréhensible. Ou est-ce que je veux avoir un petit curseur plus avancé en recommandation, auquel cas je vais un peu mieux maîtriser l'éclairage, et puis je vais former des conseillères beauté pour pouvoir aider à interpréter et éventuellement à choisir. Donc en fait, ces technologies sont très adaptables aux besoins d'une maison qui sont très différents et c'est très souple d'usage. Évidemment, derrière, il y a du travail hein, pour les marques en termes d'expérience utilisateur. Donc, ce sont des investissements tant, autant que financiers, mais très grande souplesse du digital dans ce domaine. Et c'est intéressant, donc ça montre qu'un même outil, de par ses différentes fonctionnalités, peut être utilisé finalement sur un panel très large, d'usages, comme tu dis, que ce soit vraiment pour l'utilisateur final ou pour, augmenter, je sais pas si on peut dire comme ça, augmenter le potentiel des vendeurs en magasin. Tout est permis en fait. Absolument, et c'est un peu la beauté de ces services digitaux, c'est que sur des briques technologiques identiques, la manière dont on va l'utiliser va permettre de différencier des services. Et c'est quand même intéressant pour des maisons de ne pas avoir un service aseptisé, uniformisé, mais au contraire de le déployer de manière à ce que l'utilisatrice se sente intégrée dans l'ADN de la marque. Ça, c'est quand même la beauté de l'offre. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait du maquillage virtuel. Toutes les grandes enseignes font du maquillage virtuel, mais la manière de l'appréhender est totalement différente, avec des gens qui vont monter le curseur de l'expérience utilisateur très haut, en général des maisons de luxe, donc comme des Dior ou des Chanel. On va être vraiment confortablement installé, et puis d'autres qui sont plus dans la transformation commerciale, qui ont moins besoin de passer de temps, mais plus d'efficacité. Donc voilà, chacun va utiliser le service vraiment voilà, conforme à son ADN. J'aime bien cette expression. Alors je suis obligé de te poser une question sur la réalité augmentée, hein, parce que c'est le thème du sujet et que vous êtes une entreprise qui a 10 ans, d'histoire sur le développement et l'usage de la réalité augmentée. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'utilisation de cette technologie est importante pour vos applications? Qu'est-ce qu'elle apporte? Pourquoi elle est irremplaçable dans vos produits? Bah, la réalité augmentée, je pense qu'il y a deux facteurs clés qui font que ça devient un outil vraiment important. Alors, je pars du principe que la qualité est obtenue, hein, parce que la réalité augmentée, quand la qualité est pas Oui, oui, bonne, on est on s'en d'accord. passe. Donc, si on arrive à ce présupposé-là, il y a deux facteurs importants. Celui qui nous a sauté aux yeux dès le début, hein, notamment dans notre application B2B, c'est le côté ludique. D'accord. En fait, il y a un côté ludique, rigolo et donc un peu addictif, dont on aurait pu penser qu'on puisse se lasser en fait, hein, parce que c'est vrai, je m'amuse 2 minutes, et puis après, bon voilà, je passe à autre chose, hein. C'est un peu on se lasse souvent des jeux au bout d'un certain temps. En fait, on se rend compte qu'il y a une deuxième couche derrière ça. Alors, il y a toujours l'aspect ludique, et il y a un aspect personnalisation. Et en fait, celui-là est certainement clé, c'est-à-dire que quand je mets du maquillage sur mon visage, ce ne sera pas le même que sur le visage de mon voisin ou de ma voisine. Quand je fais une analyse de peau, c'est ma peau à moi, c'est à moi que ça parle, c'est pas à ma voisine. Et donc, ça c'est très, alors j'allais dire addictif, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on sort d'une communication de masse, une publicité avec une égérie. Moi, je ne suis pas l'égérie, donc ça me fait super envie quand je regarde l'égérie. Qu'est-ce que ça donnerait sur moi? Et donc, on passe de quelque chose un peu one for all
à quelque chose d'hyper personnalisé. Et je vais pouvoir tester du maquillage sur moi. Et on a même des maisons qui poussent le curseur encore plus loin, et ça c'est encore une tendance, c'est-à-dire que puisqu'on sait que les gens veulent que l'on parle d'eux, eh bien on va les aider à se connaître mieux qu'ils ne se connaissent. Donc on a des maisons comme par exemple Make Up Forever, qui est une maison française par ailleurs, qui va vous demander la permission de regarder votre visage, de déterminer quelle est la forme de votre visage, la couleur de la peau, la couleur de vos yeux, l'écartement entre vos yeux, etc. Évidemment, elle ne va pas vous donner ces informations brutes qui n'ont aucun intérêt. Mais par contre, en tant que marque professionnelle de maquillage, elle va savoir que si vous avez un visage rectangle, vous allez vouloir avoir un visage qui apparaît ovale, c'est leur métier, c'est leur CEI, ils savent ça. Et donc, ils vont vous proposer un maquillage qui, pour obtenir le même résultat, sera différent que celui qu'appliquera votre voisine. D'accord? Donc là, on rentre dans du conseil personnalisé. Je vous connais, je ne parle pas à la France entière ou à la région parisienne, je vous parle à vous. Et vous, voilà ce que je fais comme recommandation personnelle. Donc, pour répondre à la question, les deux grandes clés, la clé de l'intérêt du virtual try-on, c'est la gamification, le fait que ça s'approprie, on se l'approprie tout de suite, on comprend tout de suite comment ça marche, ça a un côté sympa, moderne, ludique. Mais le deuxième, c'est que quand on veut faire quelque chose de sérieux, le retour est sérieux. D'accord? Et c'est très personnalisé, c'est personnel, c'est intime presque. Et donc là, oui, moi en tant que client, je vois la valeur, j'ai plus confiance dans la marque parce qu'elle me parle à moi, et donc je suis plus enclin à entrer dans une relation de confiance et dans la durée. Alors, dans le spectre des technologies, intéressantes, on va forcément aborder l'aspect intelligence artificielle. Vous l'utilisez depuis assez longtemps, chez Perfect Corp, en particulier le machine learning, justement, tu le disais, pour l'analyse de peau. Je me souviens de plein de communiqués, faits, finalement assez tôt dans l'entreprise pour avoir cette fonctionnalité-là. Mais arrêtons-nous peut-être sur, l'intelligence artificielle générative. Est-ce que tu comment tu vois son importance dans ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elle a vraiment changé? Alors effectivement, l'intelligence artificielle et générative, c'est la plus récente, hein, des variantes d'intelligence artificielle, donc qui permet de créer des choses qui n'existent pas, ou voilà, d'être créatif, donc de faire des projections. Euh, Aujourd'hui, effectivement, ce sont des technologies ouvertes, hein, donc en fait, il y a quelques grands providers de moteurs d'intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, les entreprises comme la nôtre ont la liberté de pouvoir aller utiliser ces ressources qui sont disponibles pour tous et de les compléter avec des briques personnelles de manière à pouvoir développer des services. Euh, on l'utilise déjà, d'accord? Par exemple, quand on fait une analyse de soins de la peau, certaines entreprises peuvent nous demander de faire un qu'est-ce qu'il se passe si je fais 15 jours de traitement? À quoi je vais ressembler? Et donc là, on va générer une image qui correspond à l'application de la crème, d'accord? On a des outils, par exemple, pour les coiffures, pour se projeter si je me frise les cheveux, si je les lisse, si je les coupe, à quoi ça va ressembler. Et donc, au lieu d'appliquer la technique ancestrale qui est d'appliquer des perruques, hein, la même pour tout le monde, ou alors avec une variante de couleur, etc. Là, non, on va regarder la texture du cheveu, on va regarder la forme du cheveu, et à partir de ça, on va projeter, on va inventer, de manière, grâce à l'intelligence artificielle, ce que ça donnerait si c'était plus court, plus long, lissé ou tiré. D'accord? Donc, on utilise déjà l'intelligence générative sur des notions comme ça. Après, il y a des demandes sur lesquelles on travaille, parce que c'est des demandes assez importantes de nos clients, notamment en fashion. Ça va être pour les vêtements. Est-ce que je peux me voir portant une tenue d'une grande maison ou pas d'ailleurs? Et le challenge à ce niveau-là, c'est que moi, si c'est pour montrer des choses imaginées, c'est facile, on sait le faire. Mais imaginer et contrôler, comme on le fait pour les cheveux c'est très compliqué. D'accord? C'est encore compliqué. Et donc montrer l'utilisation d'une veste
Ça va dépendre de la carrure de la personne, ça va dépendre aussi, de son poids, ça va dépendre, de la texture du tissu, hein, parce que 2 vestes coupées pareil avec des tissus, différents vont évidemment pas donner le même tombé. Donc là, on rentre dans un niveau de difficulté très important. On voit des progrès, nous on a des progrès, voilà, on suit ça avec intérêt, mais ça va être la prochaine étape, ça va être de faire des choses, génératives, complexes, notamment pour les vêtements. Alors on peut peut-être aussi, présenter quelque chose qui m'a vraiment bluffé, sur la discussion qu'on a eue à Vivatech, qui est, justement l'interaction de cette IA générative et de la réalité augmentée. Alors je me rappelle plus le nom exact, mais moi j'ai gardé en tête le copier-coller de maquillage. Est-ce que tu peux nous dire, ce que c'est et comment ça fonctionne? Absolument, donc l'idée, tout le monde va comprendre, je regarde un magazine ou je vais sur Instagram, je vois un modèle, donc heu, maquillé vraiment par des professionnels et c'est super chouette. J'aimerais bien me projeter avec ce maquillage et donc la fonction va nous permettre d'extraire un maquillage, d'une photo et de pouvoir le tester sur son propre visage. Donc là, effectivement, c'est de la générative AI pour pouvoir extraire les infos et recréer un make-up sur ces bases. Ça paraît simple, c'est très compliqué. Alors en fait, tout n'est pas compliqué au même niveau, mais quand on a des couleurs un peu flashy, ça va être très facile sur des, enfin très facile. Euh, on peut facilement les extraire. Si j'ai un bleu sur un visage, ça va être facile d'aller voir qu'il y a du bleu sur un visage. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on rentre dans la nuance. En fait, c'est la nuance qui est compliquée à gérer, et notamment tout ce qui va être lié au fond de teint et au teint, puisque quelle est la différence entre le teint réel et le fond de teint ou un blush. Donc là, c'est là que nos technologies d'intelligence artificielle sont obligatoires. C'est pour aller chercher l'information et la différencier entre le make-up, le maquillage, pardon, les caractéristiques réelles du visage. Donc ça, ce sont des technologies qu'on nous demande depuis longtemps et qui n'ont été possibles que très récemment. Alors, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, hein, qui ont été présentées. On va pas toutes les détailler, mais, je pense que les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur le site Perfect Corp et bien comprendre les fonctionnalités. J'ai en tête encore la fonctionnalité qui m'a pa pareil, qui m'a où je trouve la cohérence absolument fantastique, c'est la photo de profil LinkedIn maquillée. Donc, on maquille plus un visage, mais on maquille sa photo parce que, comme nous l'a dit, Alice Chang sur le salon, ce qui c'est important, c'est de considérer l'image globale de la personne. Le maquillage, c'est une partie de l'image globale. Donc il y a beaucoup de ces petites fonctionnalités qui apportent des touches, intéressantes dans différents domaines. Sans trahir de secret, pour vous, pour Perfect Corp, quelles sont les prochaines étapes de développement? Sans trahir de secret, en fait, nous, on essaye de répondre à la demande de nos clients. Et on sait que donc on est très centralisé. On ne peut pas s'éparpiller. On n'a pas le loisir ou la possibilité de partir dans toutes les directions. Par exemple, refaire la décoration d'un appartement en réalité augmentée, c'est pas notre truc. Notre truc à nous, c'est beauty fashion. D'accord? Donc, tout ce qui va être AI beauty et AI fashion, c'est là qu'on investit de l'énergie. Le gros de la demande aujourd'hui concerne les choses pas possibles. Puisque les choses possibles, bon, c'est ce qu'on fait au quotidien, on n'a pas de souci avec ça. Et donc, c'est vraiment le vêtement aujourd'hui qui est la grosse demande de nos partenaires, puisque nous, quand on travaille avec un groupe comme LVMH, il y a un département beauté, évidemment, mais la majorité, ça reste quand même du fashion. Donc, on répond à des segments et on étend à d'autres. Et puis, on a aussi des maisons qui font de tout, hein, qui font à la fois du maquillage et de la fashion. On a Céline qui a annoncé récemment qu'il se lançait dans le maquillage. Donc, tout ça devient interopérable. Et donc, notre but, c'est d'arriver à fournir toutes les briques de manière à ce que les maisons puissent avoir une approche globale. C'est d'ailleurs une de nos forces et une de nos spécificités. C'est ce qu'on appelle, si je vais appeler, je vais utiliser un mot français, c'est la notion de parure. C'est-à-dire être capable de combiner plusieurs éléments virtuels librement. C'est-à-dire, comme on le fait pour le maquillage d'un visage, et ben on peut aussi avoir envie de faire des parures de bijoux. Donc ça, c'est une grande demande de nos maisons. Et donc, être aussi capable de faire du maquillage, des lunettes, des boucles d'oreilles, des vêtements, des bracelets, des bagues, de manière à ce que la marque puisse
entièrement, intégrer l'utilisateur dans son univers. Donc ça, c'est pour la partie B2B. Dans la partie B2C, on se fait un plaisir de dingue. Donc YouCam Makeup, YouCam Perfect, on a des applications sur lesquelles c'est un peu nos laboratoires. Donc, c'est un peu fouillis. Moi, je vais être un peu cash, mais après tout, on privilégie le fait de rendre accessible la techno à nos beauty addicts, à nos clientes éternelles. Il faut savoir qu'on a plus d'1 milliard de téléchargements cumulés sur nos applications, dont évidemment principalement YouCam Makeup. Et c'est pour nous un laboratoire pour voir l'intérêt d'une techno avant qu'elle soit mature, voire même avant qu'elle soit utilisée par des marques. D'accord. Oui, ça Donc ressemble un là-dessus, peu à un magasin d'applications, en fait, quand tu vas sur l'application. Tu cherches ce qui t'intéresse, c'est tu te ça. concentres Tu dessus. cherches, tu testes en premier. Donc tout ce qui est autour de l'IA générative, tout notre laboratoire est sur notre téléphone. Donc tu peux te projeter dans un monde de dingue. Et ça pourra, on ne sait pas si ça va intéresser les marques, mais par exemple aujourd'hui, je peux me prendre en photo et me propulser dans un monde Star Wars, dans un monde mariage, dans un monde réception mondaine, où je vais être entièrement transformé. Mon visage peut être aussi transformé, d'ailleurs. Donc, je peux avoir des avatars digitaux. C'est évidemment un grand succès d'usage instantané parce qu'il y a un effet de mode, certainement, et d'excitation. Mais il faut être très humble par rapport aux demandes et aux appétences des générations futures parce que on voit des choses qui, moi, ma génération n'aurait pas été pertinentes, mais on voit des transactions et des achats de virtuels chez les jeunes et de manière décomplexée. Si je prends des exemples, dans des jeux en ligne, on veut habiller son personnage différemment et on est capable de dépenser de l'argent pour habiller son personnage. C'est pour ma génération à moi quelque chose d'assez étonnant parce que on achète quelque chose pour rien en fait, ça n'existe pas, c'est pas tangible. Euh, c'est juste une représentation de soi, en fait. Et ça revient à la beauté hein, et à le contrôle de son image. Quelle est l'image que je veux projeter à mon environnement? Et donc, on arrive à cette notion possiblement d'avatar. Donc, un moi digital. Finalement, moi, je suis caucasien, plutôt brun, un peu pâle. Bah, j'ai peut-être envie d'être 2 fois plus grand, plus balèze, noir, avec des cheveux verts, peut-être. C'est comme ça que j'ai envie de me représenter. Donc on voit des choses qui arrivent, et évidemment, donc nous sommes juste la brique technologique, mais les marques font les mêmes constatations que nous, et peut-être qu'on va voir des changements où on avait évoqué à une époque la possibilité avec les NFT de vendre des choses virtuelles. Donc pourquoi pas vendre du maquillage virtuel, des vêtements virtuels, tout ça. On ne sait pas trop où ça va. On va voir comment la génération, les jeunes générations, quelle est leur appétence, quelle est leur approche. Mais c'est vrai que le champ des possibles devient très très vaste et il faudra que les marques s'adaptent en fait. Ou pas d'ailleurs, parce que Ou pas. les marques peuvent très certainement aussi décider de rester conformes à un ADN qui est différent, non digital. Enfin voilà. Mais en tout cas, il va falloir se positionner par rapport à cette révolution digitale. Enfin, cette évolution d'ailleurs. Je ne parle pas de révolution, c'est vraiment des évolutions lentes, tout ça. Hein, enfin, lentes. Des évolutions Mmh. rapides, mais qu'on voit venir en fait, hein. L'eau monte, mais on la voit venir. Donc voilà. Puis après, en parallèle de ça, il va y avoir les questions aussi écologiques. On a parlé tout Oui. à l'heure de santé avec un maquillage qui soit utile à la peau. On peut aussi se poser la question de les NFT et la Gen AI. Quel est le coût sociétal de ces technologies? Est-ce qu'on veut aller là-dedans ou est-ce que définitivement le coût sociétal enfin sociétal, environnemental est trop élevé par rapport aux bénéfices. Donc bon, tout ça, ça va être ça va être arbitré, soit par les utilisateurs eux-mêmes, soit par des régulateurs. Euh, mais c'est vrai que c'est un univers qui est quand même foisonnant hein, et assez incroyable. En fait, ça donne une bonne conclusion. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, on voit dans les différentes technologies, beaucoup de façons de les combiner entre elles. Et ma foi, comme tu l'as dit, enfin moi, c'est ce que je comprends de l'ADN de Perfect Corp, hein, c'est aussi à l'utilisateur de montrer son besoin, de montrer là où il veut aller pour lui proposer des choses
qui l'intéresse. Alors c'est basiquement du commerce, hein, mais c'est de l'intérêt, de l'utilisateur final. En tout cas, écoute, merci beaucoup Sylvain, c'était un plaisir de discuter avec toi et puis, cette fois, on n'attendra peut-être pas, 9 ans ou 10 ans pour refaire une discussion pour voir l'évolution de la société. On se reverra avant. Avec grand plaisir, Grégory. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton suivi dans la durée et puis avec plaisir des petits points réguliers. Merci. À bientôt.